Bienvenue à toi si tu es nouveau dans les cryptos en 2025. Mais avant de te lancer, il faut que tu comprennes ces trois points essentiels, à savoir c'est quoi le Bitcoin, c'est quoi Ethereum et les altcoins, et surtout c'est quoi la différence entre les trois. Car comprendre ces trois différents points vont te permettre en effet d'avoir les bases qui vont te permettre plus tard de comprendre l'ensemble de l'écosystème crypto et par conséquent de pouvoir mener tes investissements à bien le plus sereinement possible. Alors, commençons par le Bitcoin. Bitcoin, c'est la toute première crypto-monnaie à voir le jour. Elle naît en 2009 au lendemain de la crise financière de 2008, ce qu'on a encore appelé la crise des subprimes. Bitcoin naît de la volonté d'un individu, d'un groupe d'individus sous le pseudonyme de Satoshi Nakamoto, de créer un système financier alternatif où les individus ont leur mot à dire et beaucoup plus de contrôle sur la façon dont le système fonctionne. La crise financière de 2008 a eu d'énormes conséquences. La première étant d'avoir ébranlé profondément la confiance des épargnants au système financier traditionnel. Beaucoup de personnes qui avaient trimé toute leur vie pour épargner de l'argent en banque se sont retrouvées du jour au lendemain avec des difficultés pour accéder à leur propre épargne, ce qui a durablement impacté la confiance que ces derniers plaçaient dans le système bancaire. Donc Bitcoin se présente justement comme une monnaie alternative qui donne à l'individu, qui donne aux citoyens la capacité d'avoir leur mot à dire sur la façon dont le système fonctionne, la façon dont le système opère. Bitcoin, c'est une monnaie décentralisée, pair à pair, qui permet justement de faire des transactions, d'envoyer de l'argent d'une personne à une autre sans passer par un tiers de confiance. Ce qu'il faut retenir concernant Bitcoin, c'est qu'il est totalement décentralisé. Lorsqu'on parle de décentralisation ici, on fait justement référence au fait qu'il n'y a pas d'autorité centrale, il n'y a pas de banque centrale, il n'y a pas de gouvernement, il n'y a pas de CEO du Bitcoin qui dicte comment les choses vont s'opérer sur Bitcoin. À la place, il y a un système qu'on dirait démocratique où l'ensemble des utilisateurs, ou en tout cas ceux qui participent au fonctionnement du réseau Bitcoin, prennent des décisions concernant justement les changements qu'il faut opérer ou la façon dont le système doit fonctionner. La proposition de valeur de Bitcoin, elle est simple. En un, il faut retenir que, comme je l'ai dit tantôt, c'est un système de pair à pair, c'est-à-dire il permet que les transactions puissent partir d'un individu A vers un individu B, sans passer par une tierce personne. Et ce point est assez important parce qu'il permet déjà de lutter contre la censure à partir du moment où l'argent qui vous est envoyé quitte directement de mon portefeuille à moi vers votre portefeuille à vous et qu'il n'y a pas une tierce personne qui intervient au milieu, ça limite la possibilité justement pour cette tierce partie de pouvoir censurer ou empêcher que la transaction ait lieu. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que Bitcoin, il est décentralisé, c'est-à-dire il repose sur un système, sur la technologie blockchain, donc sur un système d'ordinateur qui, grâce à des mécanismes mathématiques, sécurise le réseau et relaie les transactions. La décentralisation ici, justement, permet encore une fois de plus de rendre le réseau hyper sécurisé et surtout de lutter aussi contre la censure, d'empêcher justement qu'à n'importe quel moment, une personne par une décision vienne vous empêcher de pouvoir utiliser le réseau. Un autre point qui est très important à comprendre concernant Bitcoin, c'est que la quantité maximale de Bitcoin est limitée à 21 millions. Là où pour les monnaies fiduciaires comme l'euro, le dollar, le yuan, il est impossible de connaître la quantité maximale de monnaie qui peut être émise. Avec Bitcoin, on sait très clairement que la quantité est limitée à 21 millions. Il n'y aura jamais plus de 21 millions de Bitcoin. Cela a une conséquence immédiate, c'est celle de rendre le Bitcoin déflationniste. Là où avec les monnaies fiduciaires, on est plutôt sur un modèle inflationniste. Chaque année, par exemple, vous allez entendre que l'inflation est de 2,5%, de 4%. L'inflation, c'est tout simplement le fait que la monnaie, elle va perdre en valeur au fil des années. Là où Bitcoin est plutôt déflationniste chaque année, ou en tout cas sur le long terme, Bitcoin tend plutôt à gagner en valeur, puisque d'un côté, il y a l'adoption de Bitcoin qui est sans cesse croissante et la quantité ou l'offre qui, elle, reste sans cesse fixe, capée à 21 millions à 21 millions de jetons. Ethereum, c'est la deuxième révolution majeure dans l'écosystème crypto. Lancé en 2015 par Vitalik Buterin, Ethereum ne cherche pas à devenir une alternative aux monnaies classiques, mais par contre, Ethereum vise à créer un système financier programmable sur la blockchain. Et pour cela, Ethereum a mis sur pied le concept de contrat intelligent, des contrats informatiques programmables auto-exécutables sur la blockchain avec des conditions de règlement prédéfinies. Ce qu'il faut comprendre surtout concernant Ethereum, c'est qu'il est venu rendre facile l'innovation sur la blockchain.
Avant Ethereum, tous ceux qui voulaient faire comme Bitcoin étaient confrontés à d'énormes difficultés. Il fallait recréer à chaque fois une blockchain à partir de zéro, ou en tout cas copier peut-être celle de Bitcoin et faire des modifications. Ethereum est venu apporter le concept d'Ethereum Virtual Machine, la machine virtuelle Ethereum, c'est-à-dire une base, un socle sur lequel n'importe quel développeur peut venir construire son propre projet crypto. Donc, avec Ethereum, il était désormais justement plus facile pour tous ceux qui souhaitaient développer, innover avec la blockchain, de pouvoir créer et lancer des projets, puisqu'ils avaient déjà un socle sur lequel pouvoir programmer. Et c'est comme ça que grâce à Ethereum, on a vu naître la finance décentralisée, qui est tout simplement un écosystème financier beaucoup plus ouvert, accessible à tous et sans grande barrière à l'entrée. Grâce à Ethereum, on a vu naître une kyrielle d'innovations basée sur la blockchain, au rang desquelles les NFT de l'art sous forme numérique permettant aux créateurs de pouvoir toucher directement les consommateurs sans passer forcément par des intermédiaires, leur permettant ainsi d'augmenter leurs revenus et plus important encore de toucher à vie des royalties sur les ventes de chaque pièce d'art qu'ils ont créée. Le concept même de Web3, ce qu'on appelle aujourd'hui le nouvel Internet, l'Internet décentralisé. Un Internet justement où les utilisateurs, à peu près comme la révolution qu'a voulu apporter Bitcoin au niveau de la monnaie, c'est-à-dire redonner le pouvoir et plus de contrôle aux utilisateurs, aux citoyens. Avec le concept de Web3, Ethereum redonne la main aux utilisateurs pour avoir le contrôle, par exemple, sur leurs données personnelles, avoir le contrôle sur la façon dont fonctionnent les protocoles et les plateformes qu'ils utilisent au quotidien. Toute crypto-monnaie qui n'est pas le Bitcoin est appelée altcoin. Et même Ethereum est considéré comme étant un altcoin, sauf que c'est le plus gros de tous les altcoins. Alors, il faut comprendre aussi que tous les altcoins ne se valent pas et on peut les classer selon plusieurs catégories. Première catégorie, ce sont les projets d'infrastructure. Vous avez par exemple Solana. Solana qui est une blockchain où vous pouvez également innover, créer des projets crypto, créer des protocoles DeFi, des protocoles de finance décentralisés, à peu près comme Ethereum. Deuxième catégorie, vous avez les jetons DeFi. Ce sont généralement des jetons qui servent de monnaie sur les protocoles de finance décentralisés. Vous avez par exemple un protocole de finance décentralisé comme AAV qui offre des services de prêt, d'emprunt crypto et énormément d'autres services, Donc justement pour faire des transactions sur ce protocole-là, vous pouvez utiliser d'autres crypto-monnaies, mais vous gagnez également des avantages lorsque vous utilisez la monnaie du protocole, à savoir le AAV. Prochaine catégorie, vous avez les stablecoins. Un stablecoin, c'est quoi? C'est tout simplement une crypto-monnaie dite stable. C'est une crypto-monnaie qui est généralement adossée à une monnaie fiduciaire à une parité de 1 pour 1. Par exemple, vous avez un USDT. L'USDT étant un stablecoin, un USDT est égal à 1 dollar. Donc, chaque fois que vous aurez un USDT, l'équivalent, ce sera 1 dollar. Donc, vous avez cette catégorie de crypto-monnaies-là qu'on appelle les stablecoins qui permettent généralement aux investisseurs crypto de pouvoir sortir de la volatilité des crypto-monnaies pour sécuriser leurs fonds dans une monnaie qui, elle, représente à peu près la stabilité qu'on connaît aux monnaies traditionnelles. Prochaine catégorie, les meme coins. Alors, les meme coins, ce sont des crypto-monnaies qu'on peut dire essentiellement ne servent pas à grand chose. Comme vous pouvez l'entendre dans le nom, il y a également le radical même. Ce sont des crypto-monnaies qui sont créées pour la blague, pour l'humour, pour le fun et qui, à la base, ne servent concrètement pas à grand chose. Donc, le plus célèbre des meme coins étant le Dogecoin, crypto-monnaie qui avait été créé à la base pour se moquer de tous ceux qui voulaient créer le prochain Bitcoin. Et c'est comme ça que ça a pris de l'ampleur et aujourd'hui c'est une crypto-monnaie qui est valorisée à plusieurs milliards de dollars et qui est dans le top 10 des crypto-monnaies les plus importantes du marché. Donc dans cette catégorie, vous allez retrouver les crypto-monnaies qui ne servent pas à grand chose, des crypto-monnaies qui sont créées juste pour la blague, pour l'humour et bref, pour aucune raison particulière. La dernière catégorie qu'on peut avoir, c'est celle des utility tokens. Un utility token, c'est une crypto-monnaie qui sert un but précis dans son écosystème. À titre d'exemple, vous avez le jeton Link du projet Chainlink. Chainlink, c'est un projet qui permet à la blockchain de communiquer avec des sources de données externes. Par exemple, si vous créez un protocole sur la finance décentralisée qui permet de rembourser les utilisateurs automatiquement si leur vol est annulé, la blockchain, ce protocole qui fonctionne sur la blockchain aura besoin de communiquer par exemple
avec les données des compagnies aériennes qui, elles, ne sont pas sur la blockchain. Un projet comme Chainlink permet justement au protocole qui fonctionne sur la blockchain de pouvoir communiquer avec ces sources de données externes. Et le link, maintenant, c'est la crypto-monnaie qui va servir de monnaie au niveau du projet pour pouvoir effectuer les différentes transactions. Maintenant que nous avons introduit Bitcoin, Ethereum et les altcoins, c'est quoi la différence fondamentale qu'il y a entre les trois? Alors déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que Bitcoin, c'est la base. Comme on l'a dit, c'est la toute première crypto-monnaie, c'est celle qui a lancé la révolution, c'est elle qui a donné naissance à tout cet écosystème que nous avons aujourd'hui. Bitcoin, c'est la valeur refuge, c'est celle généralement qu'on considère comme de l'or numérique. Et un point essentiel à comprendre concernant Bitcoin, c'est que Bitcoin à lui tout seul représente la moitié, parfois plus de la moitié de l'écosystème crypto. Et ce facteur en particulier, c'est ce qu'on appelle généralement la Bitcoin dominance, la dominance Bitcoin, la part que représente Bitcoin sur l'ensemble de l'écosystème crypto. C'est un indicateur clé pour qui veut comprendre le marché et qui veut également analyser le marché dans sa profondeur, comprendre les phases de marché et comment se positionner en conséquence. Généralement, lorsque la Bitcoin dominance monte, c'est que les investisseurs sont dans une phase de peur et fuient pour se réfugier sur Bitcoin. Quand la Bitcoin dominance, elle baisse, ça veut dire que les investisseurs considèrent que l'écosystème à ce moment précis est favorable au risque. Ils peuvent se permettre de repartir leur capital sur d'autres crypto-monnaies comme des mêmes coins qui sont considérés comme étant beaucoup plus volatiles et peuvent être beaucoup plus rentables. La proposition de valeur de Bitcoin, elle est totalement différente par rapport aux autres crypto-monnaies. Bitcoin ne se positionne pas comme une innovation d'un point de vue technologique, mais Bitcoin se positionne comme une alternative sérieuse au système financier traditionnel. Bitcoin se veut être une monnaie à part entière et une monnaie justement qui échappe à tout contrôle, qui repose sur un système décentralisé qui appartient à ses utilisateurs et à ceux qui la font fonctionner au quotidien. Ensuite, ce qu'il faut comprendre en termes de différence concernant Ethereum, les autres altcoins et le Bitcoin, c'est que Ethereum et les autres altcoins tirent profit de la technologie blockchain, de sa transparence, de sa décentralisation, de sa résistance à la censure pour créer des innovations. Ethereum, par exemple, permet à n'importe qui de pouvoir venir innover sur l'infrastructure de la machine virtuelle qu'elle propose, a permis de créer tout un écosystème de finances décentralisé où des gens peuvent venir créer des applications, des services financiers beaucoup plus accessibles parce que le but ici est de créer un écosystème où les services sont beaucoup plus accessibles que ce qu'on a au niveau de la finance traditionnelle. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les altcoins, Ethereum et autres, ça représente l'innovation, l'expérimentation. Là où Bitcoin est beaucoup plus rigoureux, est fixe et a un cadre défini qui bouge très peu.